Un accord signé entre la Caisse d'allocation familiale et le parquet pour limiter la fraude. Il a été signé cet après-midi et prévoit un signalement plus efficace des infractions en Guyane. Les détails à suivre dans quelques instants. Mouvement social à Matoury, des agents administratifs de la mairie se sont mis en grève illimitée depuis ce matin. Un mouvement qui fait suite au préavis du 1er février. Un cahier de doléances en 13 points a été remis au maire ce matin. Une réunion sur la programmation pluriannuelle de l'énergie à la CTG. Autour de la table, de nombreux acteurs économiques guyanais pour étudier l'avenir énergétique du département. Le document final devrait être établi au mois de mars. Et puis le zoo a un nouveau pensionnaire, un tamanoir venu tout droit d'Allemagne il y a quelques jours. Il est le nouveau pensionnaire du zoo de Guyane. Gonzo prend ses marques en attendant de rencontrer sa future compagne. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre session d'information. Limiter la fraude et les escroqueries aux prestations familiales, c'est l'objectif d'un accord signé cet après-midi entre le parquet et la caisse d'allocation familiale, avec un signalement plus efficace des infractions, notamment en Guyane. Plus de 200 000 € ont été subtilisés et 54 fraudes constatées en 2015, soit 21% de plus qu'en 2014. Ayodeli Gerba. Fausse déclaration de ressources, omission de certains éléments liés à la situation familiale, les cas de fraude les plus courants. Selon le montant de la fraude, le contrevenant risque une peine d'amende ou d'emprisonnement ferme. Ce partenariat entre la CAF et le parquet va accélérer le traitement judiciaire de ces affaires. La CAF nous transmet fait ses analyses, fait ses propres enquêtes, traite elle-même une partie des dossiers en appliquant ses propres pénalités et en se remboursant quand elle peut se rembourser directement. Et pour les dossiers les plus emblématiques, ceux où il y a le plus d'intentions frauduleuses ou des montants plus élevés, là, elle les transmet au parquet. Ces dossiers, moi, j'ai besoin de clairement les identifier parce que les 10, les 4, les 10, les 20 dossiers que va me transmettre chaque année la CAF, ils pourraient se noyer dans les 25 000 que je reçois chaque année. Voilà, donc l'idée, c'est que ce protocole me permette de bien les identifier pour rendre le service que je dois à la CAF sur ce sujet. L'an dernier, la CAF a enregistré 200 000 € de fraude aux prestations, une augmentation de 20% par rapport à 2014. La Caisse dispose d'un arsenal de contrôle en cas de suspicion. Pour ce faire, elle a notamment recours aux données des autres administrations, des données recoupées par le système de data mining. À partir de ce recoupement de données, on identifie une situation atypique. Donc c'est une alerte. Derrière toutes les alertes, il n'y a pas une fraude, mais ça nous permet de mieux, on va dire, cerner les situations et à partir de ces situations de faire des contrôles sur pièce, puis éventuellement, si on n'a pas assez d'éléments, de faire des contrôles sur place. En 2015, la CAF a réalisé 456 contrôles antifraude. Cette année, 2 contrôleurs supplémentaires ont été recrutés, portant l'effectif à 7. Depuis le 5 février, les premières primes d'activité sont versées en Guyane, une aide qui remplace le RSA d'activité et la prime pour l'emploi. Pour rappel, tout travailleur majeur dont le salaire est inférieur à 1 500 € peut prétendre à cette nouvelle allocation. Plus de 9 000 demandeurs étaient attendus pour notre département, mais pour le moment, à peine plus de 600 personnes ont fait leur demande en ligne. Xavier Paul Lepelletier. On pensait que ce serait la ruée pour l'obtenir, pourtant les demandes concernant la prime d'activité ne créent pas d'afflux supplémentaire dans les antennes de la CAF. Le gouvernement ayant décidé de faire du versement de cette prime une priorité, les choses ont été plutôt bien organisées. Si on veut savoir si on est éligible ou pas à la prime d'activité, la première démarche, c'est d'aller sur le www.caf.fr. Il y a un simulateur qui est disponible. Il permet de faire en direct cette simulation et de savoir à la fin si on peut prétendre à cette prime ou pas et de savoir le montant et à partir de quelle date il sera versé. Si on peut prétendre à la prime d'activité, on peut de suite après faire sa demande à la CAF, toujours sur le www.caf.fr. La demande sera faite en ligne. Il y a des contrôles de cohérence qui permettent de la traiter rapidement et donc d'accélérer le versement de la prestation. Le montant de la prime variant selon les situations, il est important de bien savoir à quel profil de travailleur l'on correspond. Soit à titre salarié, soit à titre de travailleur indépendant. Cette prime est aussi versée à partir de 18 ans, à condition bien sûr d'avoir une activité. Et de plus, il y a des conditions en lien avec les ressources de l'ensemble du foyer et des conditions par rapport à la situation familiale. Ces 2 éléments permettront de calculer la prime d'activité. Et la simulation demeure un jeu d'enfant. Donc là, c'est le résultat pour un couple sans enfants, dont un conjoint travaille avec un salaire de 1 000 €
par mois en salaire, sans, on va dire, autres ressources. Et l'autre conjoint ne travaille pas. Donc là, la simulation montre 347 € par mois pour l'ensemble du foyer. Une fois la simulation faite, vous avez le montant, vous pouvez directement après faire votre demande en ligne avec faire une demande. La demande sur Internet de la prime d'activité prend 10 à 15 minutes. Si vous n'êtes pas encore allocataire et si vous avez le droit à la prime d'activité, vous serez affilié et vous recevrez un numéro allocataire. Pour le moment, le rythme des demandes étant plutôt calme, vous pouvez être certain d'un traitement de votre dossier dans les délais. On attendait 9 900, sachant que dans les 9 900, il y a déjà les bénéficiaires, les anciens bénéficiaires du RSA activité, donc ils sont aux alentours de 3 700. Donc là, on attend maintenant le delta progressivement dans le cadre de la prime d'activité. Donc actuellement, on a 670 dossiers qui ont été traités. On reçoit à peu près 20 dossiers par jour de demande de prime d'activité. Pour vos démarches, rendez-vous sur cave.fr. Une centaine d'agents de la mairie de Matoury mobilisés devant les locaux ce matin. Un mouvement de grève illimité qui fait suite au préavis lancé le 1er février dernier. Les grévistes dressent un cahier de doléances en 13 points dénonçant entre autres une désorganisation générale des services et le non-respect des conditions de travail. Un mouvement jugé illégitime selon la municipalité qui se dit toutefois prête à entamer les négociations. Mia Pierre. Vêtus de noir et blanc pour la plupart, une cinquantaine d'agents administratifs de la mairie de Matoury ont arrêté de travailler ce matin pour un mouvement de grève illimité. Ces derniers pointent du doigt une désorganisation des services, un manque de communication de la municipalité. La réorganisation des services qui sont faits dans de très mauvaises conditions, les procédures ne sont pas respectées. Nous avons l'annualisation des CUI, cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit de réclamer d'heures supplémentaires, donc nous sommes un petit peu mécontents puisque ce n'est pas passé en CT, donc on doit normalement faire les choses dans les règles de la loi. C'est un collectif d'agents en colère qui a engendré le pas. Et s'en est suivi les différentes sections syndicales de la mairie de Matoury et des services extérieurs. Pour Roger Aron, conseiller municipal, le collectif formé par les grévistes n'a aucune existence légale. Toutefois, la mairie se dit prête à entamer les négociations. Problème, les grévistes ne veulent discuter qu'avec Gabriel Serville, qui n'était pas présent ce matin. Pour le moment, une infime minorité. Cette infime minorité d'ailleurs ils ont des revendications beaucoup plus personnelles que collectives. Ils ont fait part d'un certain nombre d'observations, notamment sur la question des ressources humaines. Je rappelle que les ressources humaines, nous sommes en train de restructurer ce travail et justement parce que ce service aujourd'hui est surbooké du fait de l'activité des structures qui n'existaient pas depuis des années dans la mairie de Matoury, c'est-à-dire le comité technique et le CHSCT. Autre revendication, la contestation des baisses de salaire ou encore une mauvaise condition du travail. À noter que les organisations syndicales ne font pas front commun dans cette grève. Les syndicats CFDC et CDTG-CFDT ne se sont pas joints au mouvement de grève. Autre mouvement social depuis ce matin, les dockers du port de Dégradé-Cannes sont en débrayage. Ils dénoncent la non prise en considération de leurs revendications de la part de leur direction, à savoir entre autres l'avancement des taux d'ancienneté sur la grille des salaires. Plus de précisions avec le représentant du syndicat UTG et le directeur du GEMAG. On a déposé des cahiers de revendication et il y a des points dessus. Donc vous avez un premier point qui concerne la grille de salaire de l'entreprise, que nous rappelons quand même qu'il y a une grille qui a été signée, qui est aujourd'hui applicable dans l'entreprise, mais qui amène beaucoup de distorsions au niveau des classifications. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur une grille, vous avez des salariés qui peuvent avoir l'ancienneté jusqu'à 30 ans et sur une autre grille, des salariés qui sont gelés sur 25 ans. Lorsque j'ai été les rencontrer ce matin, il n'était pas question que le travail reprenne s'il n'y avait pas des réponses sur le fond, sur les cahiers de revendications posés par le syndicat qui a initié le mouvement. Et ces revendications-là, en fait, c'est des revendications qui peuvent avoir des incidences financières très fortes. Donc je ne suis pas à même aujourd'hui de pouvoir répondre et que mon comité de direction dit qu'il ne peut pas
comme ça, d'un coup de baguette magique, se mettre autour d'une table sur ce genre de préoccupation, qu'il faut un temps de réflexion et voir comment on peut aborder ce genre de questions. La PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie, en question toute la matinée dans les locaux de la CTG. Une réunion d'étape qui s'est tenue en présence de nombreux acteurs pour tenter de poser les bases de la production énergétique pour le département à l'horizon 2023. Syndicats, producteurs et élus ont débattu sur ce texte pour le moment qui ne fait pas l'unanimité. On écoute à ce propos Gauthier Hort et David Riman au micro de Mia Pierre. Il manque des investissements. Il manque un niveau d'engagement sur les investissements que feront l'État et son opérateur, l'EDF, dans les prochaines années. Il manque aussi de la souplesse dans l'instruction des dossiers que déposent les opérateurs industriels privés. En tout cas, il manque à l'heure actuelle, et c'est ma crainte, peut-être de l'ambition lorsqu'on retient le scénario médian, puisque le scénario qui devrait être retenu devrait être beaucoup plus ambitieux. L'objectif d'un nouveau barrage ne répond pas aux attentes immédiates. On voit bien qu'aujourd'hui, si on en arrive là avec de tels niveaux de délestage sur tout le territoire de Saint-Laurent à la Chaumière, c'est bien parce qu'il n'y a pas eu d'action politique pour exiger de l'État et de l'EDF des investissements. On savait il y a 10 ans, il y a 5 ans qu'on en serait arrivé là aujourd'hui. Quand on voit dans le document qui nous a été confié que l'ADEAL, au travers de ces différentes solutions qui sont plus ou moins actées pour la PPE, prévoit à peu près 1600 emplois dans ce domaine-là. On ne sait pas sur combien d'années, on ne sait pas si les mises en place sont pérennes ou c'est juste par rapport à la construction de différentes unités de production. On ne sait pas à quel niveau d'emploi, on ne sait rien du tout. Donc nous, ça nous paraît bizarre tout ça. Et justement, je rejoins de ce pas notre invitée ce soir, Hélène Sirder, première vice-présidente de la CTG. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, le texte de la programmation pluriannuelle énergétique présenté ce matin ne fait pas l'unanimité. Quelle est votre réaction à vous par rapport à ça ? Je dirais que c'est tant mieux si ça ne fait pas l'unanimité, parce que ce sont des réunions d'échange, de réflexion avec différents acteurs. En tout cas, le constat est partagé que de dire que depuis 1994, c'est-à-dire depuis la mise en place du barrage de Petit-Saut, il n'y a pas eu d'infrastructure, pas d'équipement nouveau et pas de moyens de production nouveaux. Donc la Guyane a été laissée de côté. Et personnellement, moi je dis qu'il y a eu, à force de minimiser l'explosion démographique que nous connaissons, nous ne pouvons pas vraiment faire face à des infrastructures pérennes sur ce territoire. Alors justement, pour que ce soit bien clair pour nos téléspectateurs, revenons peut-être sur le sens de cette PPE, le plan pluriannuel énergétique. Concrètement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça va servir? Alors, c'est un schéma directeur et la collectivité territoriale de Guyane, la région, lors de l'ancienne mandature, a cette compétence nouvelle depuis août 2015, donc c'est tout à fait récent, de participer à cette programmation, à ce schéma directeur. Nous devons nous pencher sur les besoins, sur l'offre, sur la structuration des filières, également sur les communes de l'intérieur. Et c'est pour nous une opportunité que de faire jouer le regard du local, de la proximité locale, d'apporter cette vision de l'aménagement et du développement. Alors justement, revenons sur cet aménagement. Aujourd'hui en Guyane, où en est-on ? Eh bien, le constat, je disais, il n'est pas bon. Nous avons un centre de production sur Cayenne qui alimente l'ouest à 250 km avec une ligne. Donc, forcément, il y a des délestages, des coupures. Cette production sur Cayenne, eh bien, elle est alimentée par la centrale du Dégradé-Cannes, par le barrage de Petit-Saut. Nous savons que la centrale du Dégradé-Cannes doit disparaître bientôt. Donc, en 2023. Voilà, donc on se trouve aujourd'hui devant cette situation de fait. Et ce schéma directeur, il est là à moyen terme, parce qu'il est là pour nous permettre à moyen terme de voir ce qu'il est possible de faire jusqu'en 2023. Mais que la position de la CTG, c'est bien sûr d'envisager ce qu'il convient de faire maintenant, mais de lancer tout de suite après la PPE, en prévision de cette explosion démographique que nous aurons entre 2030 et 2050 de 500 000 habitants, et bien vraiment
Le second barrage, ce n'est pas vraiment la solution. Ce qui est la solution, c'est un gros moyen de production. Ça peut être du thermique, ça peut être un second barrage. Donc ça veut dire que dans ce plan, ce schéma qui est proposé, qui a été proposé ce matin, d'ici 2023, qu'est-ce qui va être construit pour la Guyane? Écoutez, prévoir le renouvellement de la centrale du dégradé Cannes. Alors, il restera à préciser. Ce que je voudrais vous indiquer, c'est que c'est un document qui est en cours d'élaboration. Tout à fait. Et que les concertations se font à Cayenne, à Saint-Laurent, à Maripasoula, à Saint-Georges, à Camopi. Et donc, je pense que tout le monde comprendra qu'il nous faut attendre la fin des concertations pour pouvoir un peu parler de la programmation jusqu'en 2023. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est déjà le remplacement de la centrale du dégradé Cannes et également que l'on se penche sur un centre de production autonome à l'ouest. Alors, quelle est la part prévue pour les énergies renouvelables dans ce programme? Le gouvernement s'était fixé un objectif 50-50 d'ici 2023. Est-ce que c'est vraiment possible? Écoutez, tout ça, ce sont des chiffres. Ce qu'il nous faut à nous, c'est l'accès de la population et de la grande majorité à l'énergie. C'est également garantir les approvisionnements et garantir cette énergie. Donc on ne peut pas se passer de thermique. Donc il n'est pas nécessaire de dire 50. Donc c'est pas la priorité finalement aujourd'hui? Non, ça n'est pas notre priorité. C'est peut-être la priorité d'un ministère que de dire il faut atteindre les 100%. Pour le moment, nous n'avons pas grand-chose et nous avons une partie importante de la population Est-ce qu'on peut pas qui n'a pas se servir de l'expérience pour envisager le renouvelable avant de s'enfoncer peut-être dans d'autres méthodes? L'expérience, madame, elle n'existe pas parce que la Guyane est un territoire tout à fait particulier. C'est un pays, on l'a considéré comme une île et nous avons des territoires. Et nous devons faire avec nos propres ressources. Alors l'objectif, c'est la garantie. Et il n'est pas contradictoire de dire que la garantie, c'est également l'autonomie. Donc nous y allons vers l'autonomie et nous devons exploiter nos propres ressources. Voilà, créer de nouveaux modèles économiques et créer des emplois. À quand cette autonomie? Eh bien, écoutez, moi, je ne vais pas fixer de chiffres à horizon, etc., puisque pour le moment, je vous dis que nous ne partons de pas grand-chose. Alors justement, une dernière question très rapidement sur les prochaines étapes pour ce PPE. Qu'est-ce qui va se passer à partir de cette rencontre de ce matin? Alors, différentes programmations, concertations sont prévues. Élaboration d'un document à mi-mars, le document part à Paris pour recevoir des avis ministériels, revient pour une consultation publique, le dernier mot revient à la CTG qui va délibérer et ensuite approbation du document final par décret. Et c'est le décret qui donnera à cette programmation, à ce schéma directeur, sa valeur prescriptive. Quelque chose qu'on peut envisager dans le cours de l'année? C'est prévu pour que ce soit avant fin. Je veux dire, quand ça démarre, l'application peut se faire déjà courant 2016. Mais bien sûr. Merci beaucoup Hélène Sirder d'avoir répondu à nos questions. Un mot sur l'emploi maintenant en Guadeloupe où une association de la commune de Saint-Claude aide les jeunes à retrouver du travail grâce à des chantiers d'insertion et cela a l'air de fonctionner. Depuis leur création, la moitié des apprentis ont réussi à se faire embaucher par une entreprise. Voyez ce reportage de Loïc Régis. Sortir de la rue, combattre l'oisiveté, c'est l'objectif que s'est fixé l'association La Clé d'Ut. Ici, des personnes de tout âge sont en contrat d'insertion. L'occasion pour ce maçon et tailleur de pierre de mettre ses compétences en avant. Nous apportons des idées pour embellir la ville de Saint-Claude, pour donner un cachet d'espace vert, surtout aménagement au sein de la commune, tout ce qui est espace vert, créativité et entretien. Ici, les personnes en contrat d'insertion aménagent le jardin du pavillon du tourisme. Rigueur, ponctualité, hygiène, discipline sont les mots d'ordre pour un bon fonctionnement. On discute avec ces gens-là pour voir vraiment s'ils veulent vraiment faire quelque chose, travailler avec nous pour essayer d'aller plus loin. On essaie de tout faire avec eux et eux, dès qu'ils trouvent par exemple un corps de ce métier qu'ils aiment, et ils viennent, ils nous disent ça, à ce moment-là, nous on fait la suite pour les amener, j'ai fait un stage dans le métier dont ils choisissent. Des personnes en contrat d'insertion qui ont fait preuve de créativité.
Il est le nouveau pensionnaire du zoo de Guyane. Gonzo, un fourmilier géant de 2 ans, nous vient tout droit d'Allemagne. Il est arrivé avec une semaine de retard dans sa nouvelle maison de Montsinéry, où il prend ses marques en attendant de rencontrer sa future compagne, une femelle tamanoire issue de la forêt guyanaise. Voyez ce reportage de Xavier-Paul Lepelletier. Mais où ta tête ? Arrivé d'Allemagne il y a 10 jours à peine, Gonzo est un peu une star. Alors même devant les caméras, le tamanoir de 2 ans se permet de dormir. Ben non. Il n'a pas encore réalisé qu'il a finalement rejoint la terre de ses ancêtres et n'est pas conscient de son rôle à venir, celui de pérenniser son espèce. Le mâle tamanoir, on va le mettre en contact de façon très progressive avec la femelle. C'est-à-dire que pour l'instant, ils sont en train d'apprendre à se voir et à se sentir sans pouvoir se toucher dans les loges de nuit qui sont en coulisses là-bas. S'il y a un problème de comportement, qu'ils ne s'entendent pas bien tout de suite, le mâle saura où aller se réfugier, aussi bien que la femelle, parce qu'ils connaîtront les deux parfaitement bien l'enclos. Et si tout se passe bien, d'ici quelques mois, on aura des jeunes issus de ce couple. Et comme tous les globetrotters, Gonzo a eu quelques soucis lors de son voyage. Il devait arriver mercredi il y a un peu plus de 2 semaines, mais il a été bloqué à Paris après son transfert Francfort-Paris par une grève des taxis qui l'a empêché de prendre son avion. En tant que représentant de la famille des édentés, le fourmilier a bien évidemment droit à un régime alimentaire un peu spécial. Il y a de la crevette, il y a de la viande, donc des protéines, des fibres animales, de l'énergie, un petit peu de fruits. C'est des animaux qui sont assez difficiles à nourrir, donc en fonction du zoo où ils sont, ils ne vont pas avoir exactement le même régime alimentaire. Et même si le jeune mâle est indispensable pour que Charline puisse porter leur futur petit, c'est la femelle qui représente un intérêt génétique pour leur espèce. Nous, on a 2 tamanoirs aujourd'hui. En Europe, il y en a des centaines. Donc c'est une population globale d'une centaine d'individus qui permet d'avoir de la reproduction stable. Grâce à cet individu, on considère qu'il a une génétique parfaite, aucune consanguinité, d'origine 100% naturelle et sauvage. Donc c'est un ajout à la valeur de cet individu-là. D'ici quelques jours, Gonzo devra commencer à charmer Charline et elle ne sera pas la seule. 2 singes à la retraite partagent déjà tranquillement l'enclos de la femelle. Vous le savez, hier, les sujets de Sa Majesté Vaval et ses fans, les carnavaliers, lui ont adressé un au revoir. Le roi aurait succombé à un empoisonnement dans la nuit de mardi à mercredi et laissé les Guyanais orphelins de leur carnaval. Ils étaient nombreux rassemblés hier soir sur la place des Palmistes pour rendre un dernier hommage au carnaval 2016. Reportage Jonathan Lariot. Les flammes consument les derniers restes du roi Vaval et la brise légère qui souffle à ce moment-là emporte avec elle Sa Majesté, marquant la fin du carnaval. 17h30, avenue Pasteur à Cayenne, les Guyanais ont répondu présents pour ce dernier défilé carnavalesque. Au milieu de la foule, des cris et des pleurs résonnent. Le corps du souverain tombé est présenté au peuple par ses plus proches amis. Le long du trajet jusqu'à sa dernière demeure, ils sont nombreux à s'arrêter pour rendre un dernier hommage au roi Vaval. Tu es mort. À l'année prochaine. Voir une légende quand même de cette tripe nous quitter, ça fait vraiment un pincement au cœur et chaud au cœur quoi. Et on lui dit à l'année prochaine pour ces 2 longs mois. C'est à la place des Palmistes que Vaval, roi adulé du carnaval guyanais, siège pour la dernière fois au milieu de son peuple. Un moment de profonde tristesse pour tous. Sa femme, la reine du carnaval, ne peut contenir ses émotions. J'ai pas les mots. On va pas mourir. En signe de révérence à celui qui les a guidés durant ces 6 semaines de festivités, ces sujets s'inclinent une dernière fois devant leur souverain. Un mélange de tristesse et de respect. Mais ça me fait bizarre de voir Vaval partir comme ça alors que le carnaval a bien commencé. Un moment de tristesse et puis on espère qu'il va se réincarner l'année prochaine. Oui, c'est triste, mais tout le monde sait qu'il va revenir. Alors on pleure aujourd'hui, mais on va rire demain. Mais selon la légende, au pied de son bûcher viennent se déposer ses cendres. Je te remets les cendres de ton père. Va à Saül les déposer pour qu'il puisse
revenir l'année prochaine sous une autre forme. Elles seront conduites à un endroit tenu secret pour que Sa Majesté Vaval puisse ressusciter l'an prochain et revenir guider le carnaval guyanais. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité locale. Un accord signé entre la Caisse d'allocation familiale et le parquet pour limiter la fraude. Il a été signé cet après-midi et prévoit un signalement plus efficace des infractions en Guyane. Elles ont coûté plus de 2 000 € l'année dernière. Mouvement social à Matoury, des agents administratifs de la mairie se sont mis en grève illimitée depuis ce matin, un mouvement qui fait suite au préavis du 1er février. Un cahier de doléances en 13 points a été remis au maire. Une réunion sur la programmation pluriannuelle de l'énergie à la CTG ce matin. Autour de la table, de nombreux acteurs économiques guyanais pour étudier l'avenir énergétique du département. Le document final devrait être établi au mois de mars. Et puis le zoo a un nouveau pensionnaire, un tamanoir venu tout droit d'Allemagne il y a quelques jours. Il est donc le nouveau du zoo de Guyane. Gonzo prend ses marques en ce moment en attendant de rencontrer sa future compagne. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis ce sera Dom Laquezotte. Très bonne soirée à vous sur ATV Guyane et à demain.